Aujourd'hui, je réponds à la question de Corinne qui me demande: que pensez-vous du traitement hormonal substitutif à base d'œstrogène sans progestérone lorsque la femme n'a plus d'utérus? Déjà, très bonne question, je suis très contente d'y répondre. Alors, je donnerai simplement mon avis, ça ne remplace rien à une consultation médicale. Donc en effet, lorsque la femme arrive à la ménopause, alors c'est pas le cas de toutes les femmes, mais certaines vont vraiment souffrir de ce qu'on appelle les troubles du climatéraire. Bien sûr, le plus fréquent, c'est les bouffées de chaleur, mais il y a aussi bien d'autres symptômes possibles, comme par exemple la sécheresse vaginale et bien d'autres choses encore. Donc, elle peut se voir prescrire, pour diminuer ces troubles, un traitement hormonal substitutif. Alors, juste une petite parenthèse, en micronutrition, en phytothérapie, on peut aussi proposer pas mal de thérapeutiques naturelles pour limiter ces troubles du climatéraire, mais ici, ce n'est pas l'objet de la question. Donc en effet, si la femme se voit prescrire un traitement hormonal substitutif, elle aura des œstrogènes bioidentiques et de la progestérone bioidentique. J'insiste sur ce terme bioidentique parce qu'effectivement, dans ce cas, maintenant en France, ce qui n'était pas le cas avant, les médecins prescrivent des hormones bioidentiques qui sont les mêmes molécules exactement que nos hormones produites naturellement. Et donc, ça n'a rien à voir avec les hormones de synthèse qu'on peut retrouver par exemple dans une pilule œstroprogestative. Ce sont deux choses totalement différentes qui n'ont pas du tout les mêmes effets, les mêmes risques, etc. Donc effectivement, maintenant, ils font les choses beaucoup mieux. Ils donnent un traitement hormonal substitutif à base d'hormones bioidentiques, ce qui n'a rien à voir, puisque c'est une molécule que notre corps reconnaît, qui va agir de la même façon que nos propres hormones, qui va être dégradée de la même façon que nos propres hormones. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec les hormones de synthèse, ou même les hormones qui étaient utilisées autrefois dans la ménopause, qui étaient issues d'urine de jument par exemple, qui n'avaient pas du tout le même effet, la femme n'étant pas une jument. Par contre, si la femme n'a plus d'utérus, si elle a subi une hystérectomie pour une raison ou pour une autre, eh bien, elle risque de se voir attribuer des œstrogènes, toujours bioidentiques, mais sans progestérone. Mais alors pourquoi? Pourquoi ces guidelines? Pourquoi est-ce que pas d'utérus, pas de progestérone? Eh bien, tout simplement parce que les œstrogènes sont des hormones qui favorisent la multiplication des cellules, notamment les cellules de l'endomètre utérin. Donc si jamais il y a une cellule cancéreuse dans cet endomètre utérin, si on donne que des œstrogènes, on va faire proliférer, faire multiplier ces cellules cancéreuses, ce qui va largement contribuer à la prolifération du cancer. La progestérone fait l'action inverse. Elle arrête cette multiplication et elle entraîne une différenciation cellulaire. Donc la progestérone va contrebalancer les effets des œstrogènes et limiter grandement les risques de cancer de l'utérus. Donc voilà d'où viennent ces guidelines, ces recommandations de l'HAS qui consistent à donner que des œstrogènes à la femme qui n'a plus d'utérus. Parce que pas d'utérus, pas de risque de cancer d'utérus, donc pas besoin de progestérone. Donc ils considèrent uniquement que la progestérone ne sert qu'à l'utérus. Pourtant, on a des récepteurs à la progestérone un peu partout sur le corps, donc cette vision est extrêmement limitée et ne considère la femme qu'à un utérus, ou à même plus d'utérus, donc à rien du tout. C'est un peu embêtant parce qu'en effet, ces recommandations vont entraîner de nombreux troubles. On va essayer de comprendre pourquoi. Oui, les œstrogènes et la progestérone sont deux hormones indissociables et pas que pour l'utérus. Donc en effet, on a vu qu'elles ont des actions opposées au niveau de la prolifération cellulaire. Les œstrogènes favorisent cette prolifération et la progestérone arrête cette multiplication cellulaire. Mais c'est pas que ça. Ils ont également d'autres rôles opposés, complémentaires, indissociables. En effet, les œstrogènes vont favoriser la rétention d'eau, alors que la progestérone va au contraire éliminer l'eau. On comprend alors facilement qu'en cas de déséquilibre œstroprogestatif, c'est-à-dire quand on a plus d'œstrogènes, quand il y a un déséquilibre en faveur des œstrogènes, plus d'œstrogènes que de progestérone, la femme risque de souffrir de rétention d'eau, de gonflement, elle va avoir des poteaux à la place des jambes. C'est ce qu'on rencontre chez certaines femmes qui, même pendant leur période d'activité génitale avant la ménopause, ont déjà ce déséquilibre œstroprogestatif installé. Donc cette caractéristique va alors augmenter avant les règles, mais chez une femme ménopausée à qui on met des œstrogènes sans progestérone, elle va être également exposée à ce risque. C'est pas très confortable.
Autre problématique, c'est qu'au niveau des fonctions cognitives, parce que oui, progestérone, oestrogène ont des récepteurs aussi au niveau du cerveau, et bien pareil, les oestrogènes et la progestérone ont des actions opposées, complémentaires. Donc, les oestrogènes sont plutôt excitants, vont plutôt activer le système nerveux orthosympathique pour ceux qui connaissent. Tandis que la progestérone a plutôt une action anxiolytique, calmante, apaisante, en favorisant l'activité des récepteurs GABA. Donc en effet, on se rend compte que s'il y a un déséquilibre œstroprogestatif, donc par exemple la femme qui malheureusement n'a plus d'utérus, donc encore plus malheureusement n'aura que des oestrogènes à la ménopause, eh bien elle risque de se retrouver avec ce traitement anxieuse, nerveuse, ne pas réussir à s'apaiser. Elle risque de se voir alors administrer un anxiolytique avec toute la panoplie d'effets secondaires. De la même façon, au niveau de nos neurotransmetteurs, vous connaissez probablement la dopamine et la sérotonine. Nos hormones, oestrogènes, progestérone, ont également des actions opposées. Les oestrogènes vont favoriser la synthèse de dopamine, ce neurotransmetteur de la motivation, de la concentration, de l'entrain, de la vigilance, de la bonne humeur. Donc vous allez me dire, c'est super tout ça. Oui, c'est top. Mais pour que ça reste physiologique, pour qu'on ne s'épuise pas, il faut un frein. C'est bien d'être boosté, d'avoir des projets, mais il faut aussi moduler, modérer tout ça, et il faut un frein. Et c'est le rôle de la sérotonine, ce neurotransmetteur de la sérénité, de l'apaisement, ce frein physiologique de la fin de journée qui va d'ailleurs favoriser le sommeil, puisque c'est le précurseur de notre hormone du sommeil. Et cette sérotonine est quant à elle favorisée par la progestérone. Donc en cas de déséquilibre œstroprogestatif, on risque effectivement d'être vraiment très motivé, mais par contre de ne pas être freiné et de se retrouver avec donc de l'irritabilité, de l'agressivité, de l'insomnie, voire également des compulsions alimentaires de type sucré ou gras en fin de journée. Donc on sait déjà que la période de la ménopause est une période où la femme généralement voit son corps évoluer, une prise de poids, une augmentation de la masse grasse, et bien ceci va être largement augmenté avec un traitement hormonal substitutif d'œstrogène uniquement, sans l'hormone qui va contrebalancer tous ces effets, la progestérone. Par ailleurs, la progestérone, c'est également un grand modulateur hormonal, un très beau modulateur hormonal. Au niveau des oestrogènes, on vient d'expliquer pourquoi, par rapport à cet effet de prolifération que la progestérone contrebalance. Mais la progestérone, c'est bien plus que ça. La progestérone va moduler les androgènes, les hormones mâles, afin d'éviter que la femme ait trop de caractéristiques masculines du type développement de pilosité, peau grasse, parfois acné, voire même alopécie androgénique, c'est-à-dire une perte de cheveux comme peut voir l'homme en avançant en âge. La progestérone va également moduler la prolactine, qui est une hormone qui, lorsqu'elle est en excès, peut bloquer l'ovulation, altérer l'ovulation et entraîner des douleurs au sein. Donc la progestérone va également moduler ce qu'on appelle les mastodénies, les seins sensibles. Et en plus, la progestérone, c'est une hormone qui favorise l'activation de nos hormones thyroïdiennes. Donc si je n'ai pas de progestérone, je n'arriverai pas à activer mes hormones thyroïdiennes parce que je ne pourrai pas les transformer correctement en T3. La T3, c'est l'hormone active. Elle est fabriquée à partir de la T4, qui est l'hormone de réserve très très peu active. Et pour fabriquer de la T3 à partir de la T4, ceci est favorisé grâce à la progestérone et c'est limité à cause des œstrogènes. Donc quand on a des œstrogènes sans progestérone, eh ben, on va limiter la conversion de T4 en T3, on va alors se retrouver en hypothyroïdie. Par ailleurs, on aura certainement une TSH tout à fait normale. On fera une autre TSH, à ne pas confondre avec THS. THS, c'est traitement hormonal substitutif. TSH, c'est l'hormone hypophysaire qui stimule la synthèse d'hormones thyroïdiennes. Rien à voir. On fera une vidéo capsule aussi sur la TSH pour expliquer qu'en effet, c'est pas un bon marqueur de l'activité thyroïdienne. On peut avoir une TSH normale et être en hypothyroïdie. C'est ce qui peut se passer ici, parce qu'on peut avoir une TSH normale qui sera normalisée parce qu'il y aura toujours la T4, mais on s'en fiche de la T4. On veut surtout qu'elle se convertisse en T3, c'est elle qui est active, et là, ça va être freiné à cause de ce genre de traitement hormonal, œstrogène sans progestérone. Donc la femme sera en hypothyroïdie à TSH normale, donc on va pas le dépister, on va dire, à la biologie classique qui investit que la TSH.
Et l'hypothyroïdie, bah, ça va entraîner un panel de signes cliniques tels que la prise de poids, de masse grasse, la frilosité, une fatigue parfois très importante, des œdèmes encore une fois, de la constipation, des reflux, une altération de l'humeur, etc., etc. Et c'est pas fini, la progestérone c'est également une hormone anti-inflammatoire, donc si on a un traitement à base d'œstrogène uniquement, on risque de voir tous nos douleurs inflammatoires flamber à la ménopause. Et c'est aussi une hormone qui a un rôle dans l'anabolisme osseux, dans la solidité de l'os. C'est un rôle qu'elle a en commun avec les œstrogènes. On sait bien que la femme à la ménopause a plus de risque d'ostéoporose et d'ostéopénie du fait de la perte de ces hormones, œstrogène et progestérone, la perte de production. La progestérone va également avec les œstrogènes et la testostérone favoriser la libido et ça a également un rôle dans la protection cardiovasculaire. Donc vous aurez compris, la femme qui a des œstrogènes sans progestérone, puisqu'elle n'a pas d'utérus, ne fera certes pas de cancer de l'utérus, elle n'en a plus. Par contre, elle risque de se trouver en hypothyroïdie, donc elle va prendre du poids. Elle n'aura pas sa progestérone, donc elle va retenir de l'eau excessivement. Donc elle va prendre du poids avec de la masse grasse et de la masse et de l'eau. Elle va gonfler. Elle risque de faire un syndrome métabolique et donc peut-être elle a plus de risque de faire un diabète de type 2 plus tard. Elle va également être fatiguée de la même façon à cause de cette hypothyroïdie. Elle peut être déprimée, anxieuse, agressive. Elle peut avoir mal à la tête, mal au sein, enfin bref. Donc en effet, de nombreux signes cliniques peuvent apparaître quand on donne des œstrogènes à une femme sans progestérone parce qu'elle n'a pas d'utérus. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps de considérer la femme au-delà de son propre utérus, de considérer l'action de la progestérone au-delà de l'utérus également, de bien voir à quoi sert la progestérone et de mesurer le rapport bénéfice-risque qui est largement en faveur de l'administration de progestérone en même temps que les œstrogènes en cas de traitement hormonal substitutif. Parlez-en à votre médecin et je ne jette pas la pierre aux médecins qui effectivement ont une pression énorme avec ces guidelines, ces recommandations de l'HAS qui lorsqu'ils ne les suivent pas se voient embêtés avec l'ordre des médecins ou encore avec la sécurité sociale. Donc ce n'est pas facile d'être médecin et d'avoir conscience de l'incohérence parfois des recommandations de l'HAS qui se veulent bienveillantes mais qui ignorent parfois beaucoup la physiologie. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, on a besoin de motivation pour continuer à faire cette vidéo qui sont très chronophages. Merci beaucoup.